Comment se préparer à l'équilibre à un bras, les amis? Bienvenue sur cette nouvelle masterclass. J'ai eu un petit souci hier soir, du coup je retourne ce matin. Pour vous, rien ne change, c'est juste que je serai tout seul pour vous partager tout ça aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, petit sommaire pour commencer. On va voir un point d'introduction, mon histoire avec le handstand dans les grandes lignes, le piège, selon moi, dans lequel tout le monde tombe. Pourquoi la calisthénie a tout faux au sujet du handstand, analyse du mouvement au sniper, les erreurs fréquentes, les secrets du cirque qui te feront progresser, le plan concret de A à Z pour maîtriser l'équilibre un bras, un petit exercice de mise en pratique, je parlerai du coaching à la fin et je terminerai par une section questions-réponses qui n'aura pas lieu aujourd'hui. Allez, let's go, introduction, qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas encore? Je vais être très bref ici, moi je m'appelle Martin, j'ai 28 ans, je suis donc de formation kiné et coach sportif. Et comme je suis grand passionné de calisthénie que je pratique depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai décidé de me spécialiser dans cette branche. Et du coup, ça fait maintenant bientôt 4 ans que j'ai arrêté la kiné pour que coacher en calisthénie. Et pour le moment, je coach essentiellement en ligne. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Et évidemment, j'ai fait une bonne sortie de route dans ma pratique de calisthénie vers le handstand, où j'ai pratiqué quand même pas mal de cirque. Et ça va être principalement de tous ces enseignements que je vais vous partager aujourd'hui. Parce que selon moi, je tease un petit peu ce que je vais partager par la suite, mais selon moi, la calisthénie n'est pas du tout assez poussée par rapport à la pratique du handstand. Moi, je connaissais beaucoup cette discipline-là, cette discipline par laquelle j'ai commencé. Mais quand j'ai découvert le cirque, je me suis dit, wow, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est quoi ce banger d'informations que je n'avais jamais entendu auparavant, et c'est pour ça que j'ai arrêté temporairement la calisthénie pour vraiment me dédier au cirque et bien poncer le mouvement pour pouvoir partager tout ça dans mes enseignements aujourd'hui. Donc voilà, live versus masterclass, je pense que je vais pouvoir enlever ceci parce que les lives c'était à l'ancienne où c'était beaucoup plus fréquent sur des sujets beaucoup moins poussés. Les masterclass aujourd'hui c'est beaucoup plus en profondeur sur un mouvement. Vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube. On a déjà fait le handstand push-up, le muscle-up, le handstand normal, la traction à bras. Il y a eu beaucoup de choses. Et les sujets sont à chaque fois sur le groupe Facebook. Donc je vous laisserai nous rejoindre. Vous avez le lien en description. Je propose à chaque fois pour les masterclass des sujets et ce sont les membres qui votent pour pouvoir choisir les prochaines masterclass. Bon, utiliser le chat aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Petit disclaimer, c'est plus par rapport à ma vision des choses sur l'entraînement en règle générale. J'explique toujours que je pense pas détenir la vérité absolue. Pour moi, il y a plein de visions des choses. Je partage simplement ce qui me parle à moi, ce qui m'a parlé pour mes propres entraînements, pour mes enseignements. Je garde tout ce qui me parle par rapport à tous les coachings que j'ai pu prendre. Donc voilà, je pense pas être le roi et tout savoir ici. Je partage simplement ce qui me parle. Et donc petit point de comparaison, j'en ai déjà parlé. Calisthénie versus le cirque. Pour moi, ça va juste dépendre ici de ce que toi tu veux. C'est très différent parce que pour moi en calisthénie, le seul objectif, on peut retrouver ici donc un handstand classique où j'ai essayé d'imager un petit peu le cas classique en calisthénie avec la forme un petit peu en banane, les épaules un petit peu en avant, etc. Pour les équilibres un bras, ça va être pareil, c'est moins technique, on peut le voir, qu'un handstand à deux mains ou qu'un handstand à une main comme ceci, c'est beaucoup moins technique. C'est juste que j'ai l'impression qu'en calisthénie, ils sont beaucoup moins à cheval sur la technique, c'est moins important. Au cirque, évidemment, c'est tout un art, donc il y a le côté souplesse, il y a le côté justesse, c'est très millimétré. Ça dépend juste en fait de ce que vous voulez. Il n'y a pas de mieux, moins bien. C'est que si toi t'es ok à avoir un scène comme ça et si t'es ok à avoir un one-up comme ça, très bien. Tout ce que je vais partager, ça te sera utile. C'est juste que tu vas devoir peut-être l'appliquer avec un peu moins de perfection, disons, que quelqu'un qui a cette quête de quelque chose d'un peu plus esthétique. Donc voilà. Allez, let's go. Mon histoire avec le handstand, je vais être très bref, pareil ici, parce que le but c'est quand même de plonger un petit peu dans le vif du sujet juste après. Donc moi j'ai débuté en 2014 quand j'avais 17 ans. J'étais loin d'être bien préparé pour la gymnastique ou pour le cirque. Moi j'étais footeux, c'est un de mes premiers essais, c'était déjà quelques temps après. C'était un de mes premiers essais filmés. À l'époque j'avais beaucoup d'appréhension, j'osais même pas me mettre face au mur. Donc voilà, j'ai pratiqué vraiment à fond pendant 4 ans,
5 ans, pardon, jusqu'en 2019. Quand je dis autodidacte, c'est juste que j'avais pas de programme, je regardais juste des tutos YouTube ou des gars que je rencontrais qui en faisaient, et je lançais le mouvement jusqu'au moment où j'ai réussi à tenir. En 2019, il y a eu cet événement majeur, du coup, première retraite workshop de calisthénie, retraite du Handstand Factory, qui est une entreprise anglophone qui enseigne le handstand, et ça a été vraiment une grosse découverte pour moi. Ils sont issus du cirque, donc ils sont plutôt rattachés à ce sport-ci, si je peux appeler ça un sport, le cirque. Donc c'était vraiment dans un endroit magnifique, que pendant une semaine avec des gens qui pratiquent des handstands. Donc là, j'ai vraiment découvert le monde du cirque, tout simplement. Ces enseignements, je pensais être très très bon, et en réalité, je suis arrivé là-bas, je me suis dit waouh, mais en fait, pas du tout. Et ça a été vraiment un événement majeur dans ma carrière entre guillemets sportive, parce que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, je me dédie, la calisthénie c'est bien, j'aime bien, je veux continuer, mais pour le moment je la mets un petit peu en stand-by. Moi je veux me dédier à ça. Et c'est marrant parce que déjà à l'époque j'avais cette vision un petit peu, je me suis dit ok, je vais me dédier au handstand. Comme ça, parmi tous les coachs en calisthénie, je pourrais être un petit peu, je pourrais tirer mon épingle du jeu. Et ceux en tout cas qui voudront avoir un handstand parfait, ils viendront en coaching chez moi. C'était vraiment la vision que j'avais à l'époque. Donc très content parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc pendant 4 années, je me suis vraiment investi. J'ai eu plus de 5 coachs différents uniquement en handstand. Donc j'ai participé à des événements présentiels, j'ai eu des coachs en ligne essentiellement. Quelque chose qui a beaucoup changé, c'est le fait que ici à Toulouse, je puisse m'entraîner au cirque. Donc ça c'est vraiment cool, avec un prof qui est là à chaque fois pour te corriger. Donc c'est vraiment quelque chose qui a eu énormément d'impact dans ma pratique. Et donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, on est le 28 novembre 2025. Ça va bientôt faire 2 ans que selon moi en tout cas, j'ai pris vraiment une bonne pause. Alors de temps en temps, j'en fais, mais j'ai vraiment arrêté de m'entraîner pour. Et honnêtement, ça me fait du bien. Maintenant, je compte reprendre. Et je trouve, petite parenthèse ici, je trouve que c'est très représentatif, en tout cas selon moi, de comment les handstands fonctionnent, parce que c'est tellement une progression qui est lente et en dents de scie, que parfois en fait il y a des cycles où j'en ai marre. Et comme ça faisait à l'époque plus de 10 ans que je pratiquais, j'étais juste à une phase où j'étais en mode ok, j'ai plus ou moins réussi. Alors encore une fois, le jeu n'est jamais terminé, mais j'ai plus ou moins réussi ce que je voulais. Ça c'était un de mes derniers essais, c'était l'essai où je tenais le plus longtemps, qui était filmé, où j'avais 12-13 secondes. Donc à l'époque j'étais content, j'avais réussi à aller chercher ce que je voulais, et j'avais un peu cette perte de sens où je me dis ok, je m'entraîne tout le temps avec des artistes au cirque, moi je veux pas forcément monter sur scène. Évidemment que j'ai envie d'aller chercher plus que ça, mais voilà, à l'époque j'étais un petit peu perdu, et du coup j'ai décidé d'arrêter, de reprendre aussi la calisthénie. Ça m'a fait du bien, et du coup voilà, maintenant je reprends doucement les entraînements au cirque, et je compte bien reprendre à fond à partir de 2026. Et pour ceux que ça intéresse, sur ma chaîne YouTube Exilibre, dans la partie playlist, vous avez 8-9 vidéos ici, Road to One Arm Handstand, où en fait depuis le début je documente tout ce que j'apprends avec les coachs avec lesquels je travaille à l'époque. Tout ce que, voilà, mon évolution tout simplement. J'ai documenté ça. Allez, let's go. Le piège dans lequel tout le monde tombe, selon moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre l'exemple du handstand classique à deux mains, pour que vous puissiez en fait vous identifier plus facilement, parce que c'est exactement le même principe par rapport à l'équilibre à un bras. Donc la situation classique, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui découvre le mouvement, un petit peu comme moi à l'époque. Je découvre le mouvement, je me dis ok, dinguerie, le handstand, je veux absolument maîtriser ça. Du coup, je m'entraîne tout le temps, je fais des essais à chaque entraînement le plus souvent possible dans ma semaine. Je commence à avoir des petites victoires, des progressions, parce que évidemment, je mets le taf, je fais le taf, du coup ça avance. Sauf qu'à partir d'un certain moment, ça stagne. C'est vraiment le cas classique. Ça stagne et on ne sait pas réellement pourquoi. Déjà que le mouvement, c'est quelque chose qui prend du temps à progresser. Mais si en plus de ça, on ne fait pas correctement les choses, ça prend encore beaucoup plus de temps. Et c'est bien souvent ce qu'on retrouve. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va blâmer ? C'est ce que j'entends le plus souvent. C'est mon équilibre qui est pas bon, parce qu'évidemment, vous devinez, je suis coach maintenant depuis 4 ans en calisthénie. J'ai échangé avec beaucoup de monde, et ça m'intéresse toujours de savoir, selon vous,
qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. On va retrouver l'équilibre. C'est ma mobilité d'épaule qui est pas bonne, j'ai une asymétrie, j'ai pas la force nécessaire dans les doigts pour pouvoir rester en équilibre. Ça va être bien souvent les dires des gens sur la cause qui explique la stagnation. Bon, évidemment, encore une fois, on n'est pas en live, donc ça ne sert à rien ici. Et en réalité, bon, les gens n'ont pas totalement tort parce que ça fait quand même un petit peu de sens. C'est juste que selon moi, c'est pas forcément la cause à chaque fois des problèmes, c'est plus une conséquence. Le réel problème, c'est qu'en réalité, le vrai problème, il est toujours autre part. Ça, je pense que vous l'avez compris, c'est là où je veux en venir. Le réel souci est toujours autre part, et c'est bien souvent la même chose. Encore une fois, gardez en tête que ce que j'explique ici, ça va être exactement la même chose pour le one-arm, même en pire. C'est qu'en réalité, je pense que c'est ce que je mettais jusqu'après, c'est qu'en réalité, ce sont les bases qui sont pas assez bonnes. Quand je prends, aujourd'hui ça fait partie de mes enseignements, donc je peux expliquer, mais à l'époque, moi, quand j'ai appris, j'étais pas forcément conscient de ça. Aujourd'hui, quand j'enseigne, je vais dissocier la mobilité d'épaule, l'endurance au mur, la technique du mouvement. Je vais vraiment dissocier différentes choses, et ça va, je trouve pas mon mot. Ça va, en tout cas, ça définit la base de tout ce qu'on va travailler. Et puis bien souvent, les gens ne sont pas conscients de ces bases-là et ils foncent directement. Les bases ne sont pas assez bonnes et du coup, ça les empêche de progresser. Quand je dis que les gens veulent aller trop vite, c'est qu'il y en a qui sont pas conscients de ça, un petit peu mon cas à l'époque, et il y en a qui savent qu'ils devraient peut-être d'abord travailler au mur pour comprendre le positionnement, pour d'abord peut-être être endurant au mur, mais ils ont tout simplement pas envie et ils rushent à travers l'entraînement pour essayer d'aller plus vite. Donc des exemples avec le handstand normal, ça peut être un petit peu ce que je viens de citer, c'est des gens qui, j'en vois en salle de sport, hein, des gens qui font plein d'essais pour trouver leur équilibre, mais en réalité quand tu les mets au mur et que tu leur dis ok, le bon positionnement c'est ça, ils arrivent même pas à tenir la position. Ou alors tu les mets au mur et ils arrivent même pas à tenir 30 secondes dans la position sans complètement trembler. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en réalité il y a des bases à avoir avant de se lancer pour pouvoir progresser sainement. Voilà, retenez simplement ça, et c'est 100% la même chose concernant l'équilibre un bras. C'est 100% la même chose, sauf que c'est en pire. Donc je vais expliquer ça avec le système pyramidal de l'équilibre. Je trouve que c'est très parlant. Si on prend cette pyramide qui explique un petit peu le domaine de l'équilibre, on va avoir le premier étage, la base, qui est peut-être tenir la position, comprendre en tout cas qu'est-ce que c'est la position d'inversé au mur. Comme ça, on enlève la composante de l'équilibre et on est là, ok, pousser dans les bras, c'est ça, tendre les coudes, c'est ça, la tête, bien la placer, ouvrir les épaules, qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, comprendre le bon positionnement sans la composante de l'équilibre. Ça, c'est déjà la base. Et encore une fois, je le répète, il y a beaucoup de personnes, ça fait 6 mois ils pratiquent l'équilibre, ils comprennent pas, ils arrivent pas, oui, c'est à cause de mon équilibre, c'est à cause de ça, alors qu'en réalité, ils n'arrivent pas déjà à tenir cette première base au mur. Donc ça, on va retrouver ça, premier étage de la pyramide. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? On peut retrouver tenir, être assez endurant dans la position. Maintenant qu'on a bien compris, ok, prochain objectif, tenir peut-être 30 secondes dans la position. Je sais que tout le monde n'a pas cette approche. Encore une fois, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est comme ça que je l'explique en tout cas à mes élèves. C'est on prend plus de temps au début que quelqu'un normal qui rush à travers le truc. Peut-être que quelqu'un qui va essayer, un petit peu comme moi à l'époque. Parce que très vite, j'ai eu mes premières 30 secondes sur les mains. Enfin, très vite, encore une fois, on s'entend, hein, c'est peut-être en 6 mois. Il y en a qui vont dire, ok, moi, ce que je veux, c'est le plus rapidement possible avoir l'équilibre à deux mains. Du coup, il y a un gars, il m'a dit, j'ai fait des essais tout le temps, finalement, c'est passé. Je fonce, je fais ça. Peut-être que l'approche que j'ai d'abord bien comprendre le positionnement au mur, ensuite essayer de tenir longtemps au mur, peut-être que ça va prendre un tout petit peu plus de temps au début. Mais en réalité, à la fin, vous allez toujours gagner du temps parce que la personne, et je vais toujours prendre mon exemple, le Martin qui a commencé à l'époque sans mur, sans rien, un petit peu à la 6-4-2 comme ça, j'ai perdu beaucoup de temps par la suite quand j'ai voulu continuer à progresser, à prendre des presses, à prendre les équilibres à bras parce que j'ai traîné en fait des lacunes, des lacunes. Que j'ai pris beaucoup plus de temps à corriger par la suite.
Lacunes qu'on peut directement éviter de traîner en construisant sainement les bases de la pyramide pour justement gagner plus de temps à la fin. Je bois juste un petit coup d'eau. Donc là, deuxième étage, on va retrouver l'endurance au mur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver différentes formes en équilibre. Peut-être que vous dites, ok, c'est un sujet sur l'équilibre un bras, mais pour le moment, ça fait 15 minutes, je parle que du handstand à deux mains. Vous allez voir, ça arrive, mais pour moi, c'est important. Quand je parle de base, quand je parle de système pyramidal, c'est que pour moi, l'équilibre un bras, c'est ici au-dessus. Et on peut pas juste faire un live par rapport à l'équilibre un bras si je reprends pas l'essentiel de la pratique du handstand. Donc, comprendre le positionnement au mur, on peut tenir 30-40 secondes la position au mur convenablement, donc d'abord être endurant. Ensuite, on peut tenir l'équilibre sans mur. Vous allez voir que vous allez avoir mais nettement plus de facilité de tenir, d'avoir vos premières secondes d'équilibre, d'avoir vos premières 10, 15, 30 secondes d'équilibre sans mur, si déjà vous êtes extrêmement endurant avec la bonne technique au mur. Donc ici, on peut retrouver avoir ses premières secondes d'équilibre. Ensuite, on peut avoir les différentes positions. Grouper, la tuck, écarter en straddle. Ensuite, on peut avoir changer dans les différentes positions. On est en équilibre sur les mains et on arrive en switcher entre jambes serrées, jambes groupées, jambes écartées, sans modifier la solidité du mouvement. Donc en restant évidemment en équilibre. Et ensuite, on peut commencer à aller jouer avec peut-être des transferts de poids à un bras, des presses en équilibre, et ensuite l'équilibre à un bras. Bon, normalement, il y a encore beaucoup d'étages ici, parce que le monde de l'équilibre est un petit peu sans fin. Ensuite, on va retrouver tout ce qu'on retrouve à deux mains. On va retrouver les différentes formes à un bras, on va retrouver les changements de forme à un bras, on va retrouver les presses à un bras. Bon, c'est vraiment le jeu sans fin de l'équilibre, mais je pense que je peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Et quand je dis que c'est empire par rapport à l'équilibre un bras, c'est qu'en réalité, je pense que je l'ai déjà un petit peu expliqué, c'est que au début, c'est ok de traîner un petit peu certaines lacunes, c'est ok de commencer comme un bourrin et d'avoir ses premières 30 secondes. C'est juste qu'à partir d'un certain moment, plus vous montez dans les étages de pyramide, plus vos lacunes, elles seront impardonnables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez traîner des lacunes au début et continuer à progresser, c'est juste que ce sera plus lent. Mais à partir d'un certain moment, en fait, vous n'allez tout simplement plus pouvoir progresser. Et il va vraiment falloir revenir aux premiers étages de la pyramide pour reconstruire certaines bases, reconstruire certaines bases pour pouvoir mieux avancer. J'espère que c'est clair. En tout cas, je vous ai pas en live, donc j'espère que je parle pas chinois. Alors, pourquoi la calisthénie, selon moi, a tout faux, en tout cas concernant le handstand. Petit disclaimer, de toute façon, je pense que vous savez où est-ce que je veux en venir ici. Petit disclaimer, c'est, vous l'avez compris, ma discipline de cœur, j'ai commencé avec ça. Je ne crache absolument pas sur la calisthénie, c'est juste que c'est très différent. Pour moi, la calisthénie, il y a juste pas de technique. C'est juste, tiens en équilibre, essaye d'être un petit peu plus droit. Alors peut-être que j'exagère un petit peu, mais voilà, les seules techniques, c'est essaye de tenir un petit peu plus droit. Là, t'es un petit peu en banane. Moi, j'ai pas entendu grand chose d'autre que ça. Donc, je ne crache pas sur la calisthénie, c'est juste pour comparer un petit peu ce que j'ai pu voir en calisthénie et ce que j'ai pu voir au cirque. Donc, je demandais ici, dans le live, qui a déjà eu mal aux poignets, aux épaules, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent par rapport aux pratiquants de calisthénie avec le handstand. Et c'est extrêmement fréquent, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est normal. Et ça, c'est important à comprendre. J'expliquais un petit peu le cas classique que des coachés que je pouvais avoir par rapport à handstand. Alors c'est pas tout le monde heureusement, mais beaucoup de personnes. J'ai d'ailleurs un super échange avec Alexandre ici, toujours sur YouTube dans la section témoignages clients. Alexandre qui, évidemment on parle pas que de douleurs au poignet, donc il y avait beaucoup de douleurs au poignet. Évidemment on a corrigé sa technique. Comme par magie, les douleurs au poignet sont parties. Ça a été le cas avec beaucoup de personnes. Et je sais que parfois c'est difficile à l'entendre parce que on est tellement persuadé d'un truc. Et encore une fois, je reprends mon exemple parce que moi j'ai tout ce que je partage ici, je suis passé par là. Je vais parler de moi encore une fois. J'avais mal au poignet. J'étais persuadé que j'avais une blessure parce que je m'entraînais, j'avais mal, j'arrivais plus à m'entraîner. Je suis allé passer des échographies, des IRM et compagnie qui confirmaient bien que j'avais mal au poignet, j'avais des séances de kiné. Quand on est dans le processus de j'ai mal, je vais passer des examens médicaux, je consulte des professionnels de santé, c'est très difficile d'accepter d'entendre d'un coach qui nous connaît pas et qui va vous dire je sais
tu n'es pas blessé, en réalité c'est juste que ta technique est pas bonne, on va corriger ta technique, t'auras plus mal au poignet. Moi, le premier coach qui m'a dit, écoute, essaye un truc, viens, on va voir, on va corriger ta technique. Je lui ai dit, écoute, je sais très bien, tu m'énerves. Je sais très bien, je suis blessé, je ne peux pas le faire. Et au final, j'ai écouté ce mec-là, j'ai travaillé comme il m'a demandé de faire, et comme de par magie, après plus d'1 an et demi de souffrance, j'arrivais à me mettre un bras sur mon côté douloureux. Et là, je me suis dit, ok, c'est quoi ce bordel? Comment ça se fait que j'ai pas mal? Et en réalité, il m'a dit, mais tu vois, ta technique est pas bonne, tu mets beaucoup trop de contraintes sur tes épaules, tu mets beaucoup trop de contraintes sur ton poignet. Si tu corriges tes techniques, ça irait beaucoup mieux. Le jour où j'ai compris ça et que j'ai commencé à l'appliquer à mes coachés, ça a été une révélation totale. Donc ça a été le cas d'Alexandre, je vous laisse regarder son témoignage si jamais ça vous intéresse. Ça a été le cas avec beaucoup d'autres personnes. Et encore une fois, je sais que c'est difficile à entendre parce que quand on est dans ce processus-là, c'est difficile de se dire, ok, bon, bah peut-être que j'ai faux. Peut-être que ça sert à rien que j'aille voir le kiné, peut-être que ça sert à rien que j'aille passer mes examens médicaux, et qu'en réalité, ça a plus d'intérêt que je corrige ma technique. Donc si on reprend un petit peu ici l'exemple, c'est très cliché, hein, mais l'exemple handstand calisthénie, handstand plus technique, on peut voir ici que l'angle formé au niveau des poignets, si je commence par ça, l'angle formé au niveau des poignets est beaucoup plus important qu'au niveau de cet angle-ci. Là, on est plutôt à 90 degrés. Là, on est plus qu'à 90 degrés. Retenez quelque chose d'assez simple. Je vais pouvoir dessiner, je crois. Oui. Retenez quelque chose d'assez simple. Moi, j'utilise toujours cette image-là pour faire comprendre où se situe le poids au niveau des mains quand on est en équilibre. Vous prenez à chaque fois le point, le milieu d'épaule. Évidemment, il faut que ce soit de profil. Vous regardez de votre milieu d'épaule, vous tracez une verticale imaginaire, et c'est là, plus ou moins, où se situe l'entièreté du poids de corps. Donc là, on peut voir qu'on est au niveau des mains. Donc si notre poids est situé ici au niveau des mains, bah évidemment, on va avoir beaucoup plus de contraintes au niveau du poignet. Et là, milieu d'épaule, tac, 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 on l'a beaucoup plus au niveau de la paume de main. Donc on va exercer beaucoup moins de contraintes au niveau du poignet. Et logiquement, enfin, c'est pas logiquement, c'est que de base, nos poignets, je pense qu'ils sont pas faits pour avoir cette fonction-ci. Normalement, on est censé tenir sur ses pieds. Les chevilles sont beaucoup plus fortes que les poignets, donc on peut mettre du poids vers l'avant et pas forcément avoir de blessures ou de gêne. Mais quand on fait ça à répétition, bah, les poignets, ils commencent un petit peu à tirer la gueule. Bon, je pense que c'est ce que j'expliquais un petit peu ici. Donc le problème de la calisthénie, c'est que pour moi, il n'y a pas forcément de technique, c'est juste on tient en équilibre. Qu'est-ce qu'on va blâmer quand on a mal au poignet? Moi, ce que j'entends le plus souvent, c'est j'ai fait un faux mouvement, ou alors je m'entraîne trop, les exercices sont pas forcément adaptés. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui va dire en fait ma technique n'est pas bonne, je mets trop de pression au niveau de mon poignet, du coup j'ai mal. Voilà. Le réel problème, c'est qu'en réalité, c'est bien souvent, pour pas dire tout le temps, mais honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, ça a été tout le temps. De toutes les personnes qui ont mal au poignet, on corrige la technique, ça va mieux. Ça a été toujours le cas. Et pour moi, tu dois prendre en compte la technique pour plusieurs choses. Le côté des blessures, le côté engagement musculaire, c'est-à-dire qu'ici, vu que les épaules sont trop en avant, on va beaucoup trop les solliciter. Le corps va tenir beaucoup sur les épaules, alors qu'en réalité, quand on est beaucoup plus droit, dans un équilibre beaucoup plus juste, il y a beaucoup plus de muscles qui sont engagés. On va désengager beaucoup plus les épaules, on va engager beaucoup plus les muscles du dos. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont corriger leur technique, qui disent « je suis courbaturé au niveau du dos, mes épaules, je les sens plus, j'ai plus de douleur au niveau du poignet. » Bingo, on est bien parti. Et du coup, pour la progression aussi, parce que si on revient un petit peu à ce système pyramidal, plus votre technique est bonne, plus vos bases sont bonnes, plus vous allez pouvoir progresser de manière saine et efficace. Alors, analyse du mouvement sniper, dernière dia par rapport à l'équilibre normal, parce que c'est important que je partage ceci avant d'aller plus loin. Donc ça, c'est 2 photos qui sont issues de j'ai une mini formation gratuite sur un petit peu les bases de l'équilibre. Même chose à mon avis, les liens sont en description, donc vous pouvez la télécharger, elle est complètement gratuite. Et du coup, j'expliquais ici que 2 profils, pour savoir si un équilibre est juste ou pas, moi c'est le système que j'utilise, on va essayer d'aligner 3 points sur une même ligne verticale.
La base, ici, paume de main. Le pivot du membre supérieur qui est du coup l'épaule, donc on va prendre le milieu de l'épaule ici, qui doit être juste au-dessus, et le centre de masse. Encore une fois, c'est imagé, c'est plus pour représenter là où se situe le poids du corps. On va prendre au niveau du nombril, au milieu du ventre. Et il faut que ces 3 points soient alignés sur une même ligne verticale pour que le positionnement soit bon. On peut voir avec d'autres positions. Position groupée, on est OK. Position écartée, on est OK. Et des positions type calisthénie, on peut voir que ici, bon, les épaules sont trop devant par rapport à ce point-là, le centre des masses est ici, et on peut faire ce qu'on veut, on n'arrive pas à rejoindre les 3 points. Même chose ici, impossible, alors que là, on arrive bien à les aligner. Quand on va passer à un bras, ce sera la même chose. Le but, si vous regardez de profil, c'est qu'il faut que ces 3 points soient bien alignés. Donc on peut prendre ici cette photo-ci, on vient transférer à un bras, évidemment ça va être plus difficile, et il faut que ces 3 points soient bien alignés. Alors, théoriquement, il faut que ce soit, entre guillemets, parfait. Maintenant, n'attendez pas vraiment que ce soit absolument parfait avant d'avancer. Je pense que c'est important de se laisser peut-être un certain degré de c'est ok, mais toujours avoir cette envie de peaufiner ces bases, parce que j'en reviens toujours à la même chose. Si vous traînez des lacunes, si vous dites ok, je suis pas 100% aligné mais presque, donc c'est bon, je passe à la suite, vous pouvez commencer doucement à passer à la suite, mais dans vos entraînements, continuez à retravailler vos bases jusqu'au moment où ce soit parfait. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc si vous attendez que ce soit parfait avant de passer à la suite, vous allez probablement vous ennuyer plus que ce que ça l'est déjà. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement redondant. Donc, analyse du mouvement au sniper, on va voir différents points ici. J'ai utilisé cette image, alors c'est pas moi, j'ai trouvé cette image d'un gars que j'avais déjà vu il y a pas mal de temps, que je trouve plutôt pas mal parce que ça regroupe pas mal de bons points. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une vidéo ici, je vais utiliser beaucoup la vidéo pour illustrer, parce que évidemment on a un point, on a quelque chose de statique et on a quelque chose en dynamique ici qui va être beaucoup plus facile. Donc, les points importants vus de face, on va avoir, premier point, épaule de support fixe. Donc, épaule de support, c'est l'épaule sur laquelle on va transférer notre poids. Quand je dis qu'il faut que l'épaule de support soit fixe, je vais reprendre mon petit sticker ici. Si on prend un axe horizontal, on va avoir sa plainte là, le mur derrière, parfait. Il faut qu'en aucun cas, son épaule bouge sur cet axe-ci quand il se déplace à deux mains, sur une main, pardon. On peut voir ici que quand je suis à deux mains et que je vais venir me déporter, moi je vais venir de l'autre côté, quand je vais venir me déporter sur mon côté gauche, en réalité mon épaule ne bouge pas. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai simplement, si je représente je vais toujours prendre mon stylo en fait, ça va être plus facile. Si on a notre buste ici, tac, avec notre épaule qui, rappelez-vous, est le pivot, en réalité un pivot, il faut que ce soit fixe et mon buste va simplement venir, se décaler dans ce sens-là, au-dessus du pivot. Si le pivot commence à bouger, ça fout le bordel sur tout le reste. Donc, gardez simplement en tête qu'il faut absolument que le pivot soit fixe pour pouvoir déporter le corps sur l'épaule. Voilà, très important à comprendre. Et bien souvent, l'erreur, c'est qu'en réalité, les gens vont autoriser l'épaule à bouger dans ce sens-là, et en réalité, on va se déporter d'un côté, mais on va jamais réussir à venir monter le corps sur l'épaule. Deuxième chose, l'épaule opposée basse. Donc, on pourrait croire que l'épaule opposée, à chaque fois, n'est pas importante, mais les amis, en réalité, c'est très important. Il faut absolument garder donc cette épaule tirée vers le bas. Et c'est pour ça qu'on voit ici que, en réalité, quand je suis venu transférer mon poids côté droit, donc côté gauche, mais côté droit à l'image, on peut voir qu'en réalité, mon bras ici, il est plié. Il est plié, pourquoi ? Parce que si je garde mon bras tendu, mon épaule, elle va pas être ici, mon épaule, elle va être ici. Si, on va le voir dans le point juste après, bassin aligné au niveau des épaules, si mon épaule va monter, et si mon épaule n'est plus alignée
par rapport à l'autre. Donc on peut voir ici, pareil, là c'est bien aligné. Si mon épaule n'est plus bien alignée par rapport à l'autre, ça va foutre le bordel au niveau du reste. C'est un petit peu comme le pivot. Si ton pivot, il n'est pas fixe, ça fout le dawa. Si ton épaule ici, elle monte trop haut, ça fout le bordel. Donc ici, super important, on peut voir qu'en fait, quand je suis passé un bras, j'ai plié mon coude pour garder mon épaule basse. Et là, il y a un super exercice pour bien comprendre, où donc là, j'alterne entre ce qu'il ne faut pas faire et ce que tout le monde fait, et ce qu'il faut faire. Épaule haute, bras tendu, épaule basse, coude plié. Voilà, ça, petit tips ultra important, on garde l'épaule basse, peu importe la position de la main. Il y a un exercice, je suppose que vous avez déjà tous vu, où d'abord on commence comme ceci, coude plié, on garde un contact avec le sol, et ensuite on va garder un contact avec le sol, mais on va juste modifier la position de l'avant-bras, et en fait notre bras va faire hop, bras tendu ici. Et ensuite on va lever, tac, ici. Ça c'est un petit peu le parage au cirque, c'est 1, en tout cas au Handstand Factory où j'ai appris, 2, 3. Ensuite, sacrum au-dessus de l'épaule. Donc le sacrum, qu'est-ce que c'est? Ça va être le point au centre du bassin. C'est un petit peu la fin de votre colonne vertébrale. Et il faut que, c'est un petit peu en relation avec le fait d'être élevé sur son épaule. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, pardon. Je vais relire la vidéo juste après, mais quand je suis passé sur mon épaule ici, en réalité, j'ai dû pousser bien haut pour que justement mon buste, qui était, on va dire, un petit carré ici, hop, pour que mon buste, en réalité, il y a le point de contact ici, il se lève dans ce sens-là. Et il se lève dans ce sens-là. Ma colonne, du coup, je vais reprendre cette image, ça va être plus facile. La colonne du mec est ici, et on a son sacrum, tac, qui va se retrouver juste au-dessus de son épaule. Et pour reprendre les termes que j'utilisais avant, ça peut être un petit peu le pivot qui reste les épaules et le centre de masse, plus ou moins au niveau du nombril, qui vient juste au-dessus. Parce que c'est là où on va être situé, ou c'est là où on le représente, le poids du corps. Et si on ne vient pas déporter son poids de corps à ce moment-là, on va jamais réussir à pouvoir lever la main. On va pouvoir se placer comme ceci, mais en réalité, il y aura encore trop de poids ici, et le but c'est d'avoir la majorité du poids juste ici pour pouvoir tenir en équilibre. Donc voilà, retenez bien que le sacrum doit être plus ou moins au-dessus du milieu d'épaule. Ensuite, le bassin aligné par rapport aux épaules. Donc on peut voir ici, cette ligne-ci, elle est bien alignée, bien parallèle par rapport à cette ligne-ci. Si je reprends 1 point, 2 points, cette ligne-ci, c'est difficile d'être précis, elle est bien alignée par rapport à cette ligne-ci. Et ça, comment je le fais? Je l'ai expliqué en se déportant, donc on va pousser bien fort sur son épaule, on va avoir le support qui fixe ici, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tirer, piquer la jambe vers le bas ici. Pareil, on va piquer cette jambe vers le bas ici, pour qu'en réalité les jambes, à la place d'être bien à l'horizontale, on vient s'incliner dans ce sens-là. Et ça va nous permettre d'avoir le bassin qui est bien aligné par rapport aux épaules. Donc ça, très important, je vois beaucoup de personnes qui en réalité gardent un écart comme ceci sur les jambes, avec en réalité un écart normal, on va le voir dans les erreurs fréquentes juste après, un écart normal, et en réalité ils ont tout leur corps comme ça, mais ils ont les jambes qui sont comme ça. Voilà. Donc ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, ce qu'il faut c'est piquer pour aligner le bassin correctement. Et ensuite, pas de rotation au niveau des jambes. Alors ici, j'avais pas forcément le représenter avec cette vue-ci. Il faudrait que je sois de profil. Mais en réalité, la rotation, c'est quoi? Il y a quelque chose qui est extrêmement fréquent. Quand on vient se déporter, donc je vais reprendre l'exemple de ce gars-là. Quand on vient se déporter de ce côté-ci, on va avoir tendance à avoir la jambe qui tire, qui se rotate en arrière. Donc si on le regarde de profil, cette jambe-ci serait beaucoup plus proche du mur et cette jambe-ci serait beaucoup plus serait beaucoup plus loin du mur. Donc en gros, on tire cette jambe-là vers l'arrière. Pareil ici, je tire cette jambe-là vers ma porte. Et donc ça va inclure de la rotation au niveau de l'épaule. Tout simplement, retenez que ça va inclure de la rotation et on ne veut pas de rotation. Voilà, tout simplement. On va voir ça un petit peu plus en détail juste après. Donc au niveau des erreurs fréquentes,
première erreur fréquente, les prérequis non validés. Alors, j'ai pas encore forcément parlé des prérequis. Je rebois un petit coup. J'ai pas forcément encore parlé des prérequis ici, mais je vais vous les partager. Hein. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la base de la pyramide. Donc des prérequis non validés, on va avoir premièrement une scène normale, avec une bonne forme, 30 secondes. On va avoir la tuck, donc en groupé, la straddle en écarté. Si déjà vous n'avez pas ça, laissez tomber. N'essayez même pas d'aller plus loin parce que c'est juste trop pour le moment. Et les changements de position qui sont OK. Les changements de position, on va les revoir ici. Et encore une fois, retenez bien tout ce que j'ai dit. 1, 2, 3 sur une même ligne verticale. D'accord ? Donc moi, quand je regarde un handstand, quand je coach, je regarde uniquement ceci. Je regarde que la base. Et en réalité, regardez bien ça, à quel point ça ne bouge pas alors que le reste bouge. Voilà. Ça, très important à comprendre, très important à mettre en pratique. Les changements de forme, donc amener du mouvement et essayer de rester fixe, de rester solide en apportant du changement. Et toujours 1, 2, 3, bien vertical. Ça, c'est la base, avant de même songer à faire autre chose. Et je mets bien ici, c'est le minimum, parce qu'au cirque, encore une fois, ils ont beaucoup d'autres choses qui sont très importantes pour eux, parce que c'est des sportifs, mais c'est avant tout des artistes. Il y a le côté, pour moi, c'est l'école militaire. Il y a le côté justesse jusqu'au moindre détail. Et il y a pour moi des trucs qui sont pas forcément essentiels pour les un bras. C'est pour ça que, selon moi, la base de la base, c'est ça. Avant de commencer à vouloir penser à faire autre chose. Mais ça sert à rien que je vous partage tous les autres trucs parce que voilà, ils ont beaucoup de trucs en plus qui ne sont pas forcément nécessaires. Suite des erreurs fréquentes, donc là on va reprendre un petit peu les points que j'ai énumérés juste après. On va avoir la rotation des jambes. Alors on le voit pas très très bien ici. Ça c'est un de mes anciens PR qui était filmé. Et figurez-vous que la rotation des jambes c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. On va le voir ici. C'est très subtil, mais j'ai pas de vidéo de profil, c'est ça qui est un petit peu chiant. Mais on peut voir qu'en réalité, j'ai cette jambe-là qui a tendance à aller un peu trop proche du mur. Et on pourrait se dire, ok, c'est pas grand-chose, mais en réalité, c'est une erreur. C'est une erreur à pas reproduire parce que du coup, je vais pas convenablement être engagé au niveau de mon épaule. Il va y avoir de la rotation et c'est quelque chose qui va me poser problème par la suite. Si vous suivez tout ce que j'ai dit pour le moment, j'expliquais que à la fin de l'étage de la pyramide, on va retrouver tout ce qui est un bras. Les lacunes qu'on va traîner, elles vont nous empêcher de progresser. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai eu quelques secondes, à cette époque-là en tout cas, j'ai eu quelques secondes avec ma jambe qui tire en arrière. Pendant très longtemps, en fait, j'étais bloqué là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, j'avais cette erreur-là que je ne voulais pas corriger parce que je voulais pas faire d'autres exercices et j'étais tellement impatient et j'étais là, ok, je commence à faire des un bras, trop bien, je tryhard ce truc-là. En fait, ça m'a traîné, ça m'a empêché de progresser. Et aujourd'hui, je le vois. Ce qui te permet de progresser le plus, c'est les exercices les plus chiants, c'est les trucs techniques. Reprendre les bases, les étages de la pyramide, et c'est vraiment ça qui te permettra de constamment progresser. Voilà, c'est la seule vidéo que j'ai où j'ai ma jambe qui rotate un petit peu vers l'arrière. Donc ça, pas autorisé. J'ai une autre vidéo ici d'un coaché qui va en fait reproduire toutes les autres erreurs. Donc là, ça va être très très bien. C'était une vidéo à l'époque où il me montrait simplement ce qu'il faisait en un bras avant qu'on fasse quoi que ce soit. Donc deuxième chose, ça va être ne pas piquer la jambe. Donc rappelez-vous, ne pas piquer la jambe. Là, il va venir se déporter de ce côté-là. Ce qu'on veut, c'est piquer cette jambe-ci vers le sol pour que 1 point, 2 points du bassin, alignement, pour qu'en fait ça fasse alignement. Et qu'au niveau de ses épaules, ça fasse alignement. Et on peut voir qu'ici, qu'est-ce qu'il nous fait ? À la place de piquer dans ce sens-là, en fait, il va nous piquer. Voilà, il va tirer sa jambe ici vers le haut. Donc vous allez voir, lui en plus, il est fort. Donc il va pouvoir soulever sa main, sauf qu'en réalité,
Il a son pivot juste ici. Bon, son sacrum est là, donc il n'est pas réellement au-dessus. Et surtout, en fait, son bassin, il reste comme ça, à la place de rester tac, tac. Bon, c'est très imagé, mais je pense que vous avez compris. Deuxième chose, autoriser l'épaule à bouger. On peut voir qu'en réalité, regardez où est son épaule ici. Je laisse la souris dessus. Voilà. Là, il a autorisé son épaule à se déporter. Et du coup, ça fout le dawa. Donc ça, à faire attention. Pas d'élévation de l'épaule. Alors là, on le voit pas très bien. Enfin, on le voit même pas du tout parce que lui, il est assez fort. Mais il y a beaucoup de gens qui, du coup, sont pas assez forts et ne poussent pas assez fort au niveau de l'épaule pour pouvoir déporter rappelez-vous, la colonne. On peut le voir ici. J'ai mon pivot qui est fixe et j'ai ma colonne, en fait, qui fait tac, 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 tac. Ça, parce que mon buste, du coup, hop, s'est incliné et j'ai eu la force nécessaire pour pouvoir pousser au niveau de mon épaule. Bon, ici on ne le voit pas, je me suis un petit peu emballé, c'est la seule chose qu'on ne voit pas sur cette vidéo, mais pas assez d'élévation au niveau de l'épaule, c'est une erreur assez fréquente. Et la position de l'épaule, bras, main opposée. On peut voir qu'ici en réalité, il ne va pas du tout plier, hein. Il va juste monter son épaule, il garde le bras plié, il monte son épaule, et du coup le positionnement au niveau des deux épaules n'est pas du tout respecté. Et on peut voir d'ailleurs, bon, c'est assez subtil, mais on peut voir qu'au moment où il a levé, déjà là son épaule est trop haute, et au moment où il a levé, ça a foutu un petit peu plus, il y a eu des petits changements au niveau de son bassin. En tout cas, retenez simplement que l'alignement des épaules, c'est très important pour que ça reste parallèle par rapport à l'alignement du bassin. Donc, bientôt fini, les secrets du cirque qui vous feront progresser. Je vais reprendre cet étage de la pyramide, enfin cette image de la pyramide. Je vais rien vous apprendre de plus ici, hein. Les amis, les bases, elles sont très simples. Pratiquez beaucoup et pratiquez souvent. C'est une discipline qui demande énormément d'investissement et par rapport au handstand, qui est un petit peu différent des autres mouvements, par exemple en calisthénie. On peut se permettre, peut-être pas dans un premier temps, mais on peut se permettre vraiment de s'entraîner quasi tous les jours. Parce qu'il faut vraiment entretenir ces patterns, ces schémas au niveau du cerveau, parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps, c'est pas naturel. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc pratiquez beaucoup, pratiquez souvent. Les bases. Au cirque, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je jouais déjà doucement avec les un bras et il m'a refait faire des tugs, des machins à deux mains. Franchement, c'était horrible. Mais ça m'a servi. Ça m'a servi parce qu'encore une fois, je traînais des lacunes qui m'auraient empêché de progresser. Donc les bases à fond. Et la technique. Honnêtement, j'établirais même une relation entre la force et la technique. Plus votre technique est bonne, moins vous allez devoir utiliser de force. Et pour prendre des exemples des gars avec qui je m'entraîne au cirque, je le vois, c'est des gars qui sont sportifs, mais vous allez leur faire des tractions, des dips. Ils sont à des années-lumière des gens en calisthénie. Et pourtant, ils sont à des années-lumière au-dessus au niveau de l'équilibre. Encore pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec un gars, il me disait moi j'aime pas trop faire les trucs de traction et tout parce que je sens que je m'enraidis, mon corps il est moins souple et qui dit plus de raideur, moins de souplesse, donc moins de technique. Enfin voilà, les bases, la technique, super important pour pouvoir avancer. Et c'est clairement tout l'opposé de celles et ceux qui arrivent en coaching, et moi le premier, hein. Encore une fois, c'est pour ça que je rigole doucement, mais tout ce que je partage ici, littéralement, je suis passé par là. Donc voilà, pour moi, le cirque a énormément à nous apprendre en calisthénie. Donc le plan, maintenant, je vais reprendre un petit peu les différentes étapes. Pour moi, la priorité, c'est un rappel, je pense que j'en ai déjà assez parlé, c'est un handstand clean form pendant au moins 30 secondes. Ensuite, on va retrouver les tucks groupés, les straddles écartés. Une fois que ça c'est bon, on peut commencer à jouer avec les positions, on a vu ça en vidéo. Ensuite, arrivé là, on peut commencer un petit peu les exercices de flagging. Alors je pense que c'est celui-ci. Le flagging, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. On peut se mettre au mur. Alors moi perso, je mets toujours mur puis free, même pour le reste, parce que c'est un petit peu ma philosophie. Je pense que j'en ai parlé au début. J'aime beaucoup, 1, comprendre la position au mur, 2, transférer ça en free. Donc quand je dis en free, c'est sans mur.
Moi, j'aime beaucoup utiliser ça. Je sais que au cirque, ils sont pas trop fans du mur. En tout cas, là où je m'entraîne, après, il y a toujours un prof pour parer, donc peut-être que ça fait office d'eux. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser ça. Donc, flagging d'abord. Au mur, on vient essayer de mobiliser le bassin, de venir faire piquer les jambes en gardant les épaules bien fixes. Plusieurs intérêts à faire ça. On vient déjà essayer d'amener du contrôle moteur au niveau du bassin parce qu'on va devoir piquer le bassin, donc ça nous habitue déjà à faire le mouvement convenablement, et surtout ça nous habitue à garder cette épaule-ci, le pivot, en place, parce que vous allez voir, la première fois que vous allez essayer de piquer votre jambe par là, qu'est-ce qu'elle va faire? Votre épaule, elle va pas supporter le poids et elle va bouger de ce côté-là. Donc là, très important, schéma moteur au niveau des jambes et renforcement du pivot à ce qu'il soit fixe. Et puis vous voyez qu'on vient mettre le sacrum juste au-dessus de l'épaule. Donc du flagging au mur, une fois que c'est bon, on peut transférer ça en free. Ensuite le piano. Donc piano, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est comme ça que je l'appelle. On va se mettre sur la pointe des doigts. Même chose, hein, on vient d'abord faire ça au mur et ensuite en free. Comme ça, vous avez deux exemples de en free et puis au mur. Et ensuite, pour moi, même déjà avant, pour moi, à partir de là, c'est important de se faire, j'allais dire, c'est pas coacher que je voulais faire, de se faire, d'être encadré par quelqu'un ou d'avoir en tout cas un œil extérieur par quelqu'un qui s'y connaît, parce que il y a tellement de points techniques que c'est très important. En tout cas, si vous voulez évoluer et pas dire non, moi je le fais tout seul, je suis un autodidacte, et en fait perdre des mois et des mois de pratique. Parce que vous avez pas été vu par quelqu'un et corrigé par quelqu'un d'autre. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, c'est important de se faire coacher. Différentes options pour passer à la suite. Une fois que le piano c'est ok, on peut, comme j'expliquais, donc venir en passe de piano à barre tendue. On peut essayer de venir faire des petites touchettes et revenir se positionner. On peut essayer d'avoir un autre objet ici, mais on voit que c'est toujours la même chose. Je plie mon coude pour garder mon épaule ici basse, d'accord? Et surtout, l'entièreté de mon corps ici. On peut voir toujours sacrum au-dessus de mon pivot. Sacrum au-dessus de mon pivot. On peut venir faire du serré, on peut venir faire pareil avec un autre objet, toujours coude bien plié, l'épaule basse. On veut pas de rotation, donc les jambes qui sont bien alignées. Voilà. Mais encore une fois, à partir de ce moment-là, vraiment les amis, faites-vous coacher, investissez au moins une fois dans quelque chose comme ceci. Vous n'allez pas le regretter. Alors, petite mise en pratique. Je vais terminer par ça. Il n'y a rien de pire, les amis, que de venir sur un live, sur une masterclass, de comprendre plein de trucs et se dire « Ah, ok, je vais appliquer ça à mes prochains trainings » et de penser que simplement en ayant visualisé la masterclass, vous allez implémenter les changements. D'autant plus par rapport au domaine de l'équilibre où votre corps ira toujours là où c'est confortable. Toujours. Donc c'est très dur en fait d'implémenter les changements sans œil extérieur. Donc moi, ce que je vous invite à faire, une seule chose, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, que vous n'avez aucun moyen de me contacter, vous avez tous mes liens qui sont en description. Mon Instagram, je vais essayer même de mettre le mail pour m'envoyer les vidéos ou mon WhatsApp, peu importe. Vous prenez en vidéo ce que vous faites en équilibre, vous m'envoyez et moi c'est avec très grand plaisir que je vous fais un retour sur votre pratique pour peut-être identifier un petit peu ce qui serait à bosser. Très vite en tout cas avec une ou deux vidéos je pourrais vous dire. Donc voilà, si vous voulez concrètement mettre en pratique quelque chose dans vos entraînements, filmez-vous, vous m'envoyez, je vous redirigerai vers des exercices qui sont adaptés. Et ça a été le cas de beaucoup de... Alors ça c'était une vidéo de coacher, à chaque fois je reprends des posts Insta, mais on peut voir que du coup, en termes de technique, quand on prend le temps, quand on met les bases, quand on travaille convenablement les bases, on a des équipes qui sont assez sympas. Donc ça, c'était un petit réel des derniers coachés qui ont eu une plutôt bonne technique. Donc voilà, si ça fonctionne pour eux, il y a vraiment différents profils, différents âges, ça fonctionnera probablement pour vous. Dernier point du coup par rapport au coaching, je vous laisserai juste après. Qu'est-ce que je propose? Donc moi, je propose du coaching en calisthénie. Mon alarme, désolé.
Je propose du coaching en calisthénie, mais je propose aussi du coaching que, en fait, vu que je me suis spécialisé dans le handstand, j'ai aussi certaines offres qui sont uniquement par rapport au handstand. Donc moi, ce que je propose, c'est du coaching personnalisé sur Internet. J'ai une application de coaching, vous aurez votre programme chaque semaine sur l'application. On est en contact quasi tous les jours. Je vous fais des retours vidéo chaque semaine. Très important. Dans les grandes lignes, c'est ça que ça comporte. En tout cas, c'est un suivi vraiment très personnalisé. Je m'occupe de tout. De A à Z pour justement vous faire progresser, vous faire atteindre vos objectifs. On va avoir du coaching en calisthénie. Alors, j'ai pris un seul exemple ici, par exemple Jérémy, qui est passé ceci du handstand. Donc, il avait déjà un bon niveau, mais mauvaise technique à ceci. On l'a vu tout à l'heure. Il a réussi d'ailleurs à avoir son premier handstand push-up par la suite. Plutôt cool parce que c'est un mouvement assez dur quand même à maîtriser. C'est une belle preuve de patience et de travail. Son muscle-up aussi, donc il n'y a pas que lié au handstand, il y a tout ce qui est lié à la calisthénie. Donc voilà, je propose des services de coaching en calisthénie et j'ai eu à un moment donné, j'ai toujours d'ailleurs un petit peu moins en ce moment parce que je pense que ça représente bien aussi le moment où pour le moment, enfin la passe où pour le moment je fais moins d'équilibre, donc je partage moins d'équilibre sur les réseaux. Mais j'ai eu par exemple Laure qui est venue en coaching, qui avait un très bon niveau avant, où on a recorrigé un petit peu les bases, c'était nettement plus clean par la suite. Et on a eu d'autres mouvements comme par exemple des presses. Aujourd'hui, je vois qu'elle joue avec les un bras. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis voilà. Donc quoi qu'il arrive, si jamais vous voulez plus d'infos par rapport au coaching, vous me contactez, vous avez toutes les infos en bas, vous avez un lien pour réserver directement un appel avec moi, ce sera avec moi directement. Comme ça on pourra faire un point sur vos entraînements, on pourra discuter, on pourra voir déjà si je peux vous aider par rapport à votre problématique. Et ça ne vous engage en rien, même si vous ne prenez pas un coaching. Au moins on aura discuté, on aura fait le point sur vos entraînements et je pourrai déjà vous aiguiller sur quoi que ce soit. Et comme nous sommes à la veille de Black Friday, je propose une offre avec moins 15% sur tous les coachings, à la seule condition où vous réservez rendez-vous jusqu'à jeudi prochain. Donc là, on est le vendredi 28 novembre, j'ai partagé la vidéo aujourd'hui. Si vous prenez rendez-vous dans mon calendrier jusqu'à jeudi prochain, vous pouvez avoir, et que vous vous engagez évidemment, je vous fais 15% de réduction sur le coaching. Et donc si je partageais, toujours sur ma chaîne Exilibre, vous avez, si vous voulez voir quelques témoignages clients, j'en ai d'autres encore en stock. J'ai là 18 vidéos qui sont partagées, j'ai des témoignages aussi écrits sur mon Instagram si vous voulez les voir. Donc voilà, les amis, je vous laisse avec ceci. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon week-end si vous m'écoutez aujourd'hui. Et puis à très vite. À plus. Ciao.